Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission. Je suis ravi de vous retrouver en cette matinée. Raconter l'Iran, c'est raconter une civilisation ancienne et vivante, profondément marquée par la poésie, la spiritualité, la pensée et les savoirs. Une culture qui, depuis des siècles, continue d'éclairer bien au-delà de ses frontières. Certes, l'actualité de ce pays, comme celle du monde, est traversée par l'angoisse. Mais il ne doit pas nous faire oublier que l'Iran est d'abord une terre de civilisation. Fariba Ashtroudi est journaliste et écrivaine iranienne. Elle a beaucoup écrit sur son pays d'origine. Elle soutient l'association Mohsen Ashtroudi qui défend un regard humaniste pour l'Iran. Othman El-Kashtoul est diplomate, agrégé d'arabe et islamologue. Nous allons voir avec lui que l'Iran n'a pas seulement reçu l'islam, il l'a profondément façonné. Avant d'aller plus loin, écoutons Ajnal Bouali. Il est directeur d'un centre de formation. Nous lui avons demandé quel est le rôle que peut jouer la spiritualité aujourd'hui dans le règlement des conflits. Écoutons sa réponse. Le message, je pense que c'est un message de paix. Message de paix, un message de communion. Et c'est un message qui a tout son sens dans le monde actuel et la période historique qu'on traverse, avec les nombreuses guerres qui se sont déclarées tout autour du monde. C'est important que certaines personnalités spirituelles, religieuses, puissent porter ce message de paix. Et c'est un message de paix qui se veut transpartisan, intercommunautaire, interreligieux. Pour parler de mon expérience personnelle, j'ai grandi en étant un pur produit du monde matérialiste dans lequel on vit. C'est après beaucoup de recherches intérieures et aussi extérieures, culturelles, historiques, que j'ai très rapidement compris que ce monde-là manquait d'un sens profond. Et c'est là où je pense que la spiritualité peut intervenir. Ce sens qui nous permet de nous connecter aux émotions des autres, qui nous permet de nous connecter au vécu de chacun, sans rester bloqué dans un individualisme. Parce que la situation qu'on traverse aujourd'hui, c'est une situation où l'homme, en fait, ne vit que pour lui. Et est-ce qu'on décide de faire de la religion le bouc émissaire? Mais finalement, c'est une vision très idéaliste, puisque la religion n'est qu'un paravent, finalement. Derrière la religion, quels sont les messages prônés par les gens qui entrent en guerre? C'est souvent des messages très individualistes. Quand on revient à l'essence de ce qu'est la spiritualité, qu'on la débarrasse de tous les dogmes et les messages religieux que certains veulent s'approprier, on en revient à une forme d'unicité, une forme de partage. Et c'est en ça où je trouve que la religion et la spiritualité sont extrêmement importantes dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Bonjour Fariba Ashtroudi. Bonjour Othman El-Kashtoul. Merci à vous de venir nous parler d'un pays que vous connaissez. Pour vous, c'est votre pays. Pour votre voisin, il l'a côtoyé intellectuellement. Et nous voulons ce matin revenir un peu sur les fondations même de cet empire. Il faut rappeler que l'Iran est l'une des plus anciennes civilisations. On parle de 5 siècles. Cette civilisation a produit tour à tour des empires, des États, des cultures, des civilisations, des philosophes, des poètes. Je voudrais, si vous me le permettez avec vous ce matin, de revenir sur, comme on dit, l'origine de cette civilisation, la question de l'origine qui est à l'origine de toutes les questions. Fariba Ashtroudi. Écoutez, l'origine, on va pas, c'est assez impossible de résumer. Bien sûr, on va essayer. Mais parlons de l'Empire achéménide qui, aujourd'hui, même aujourd'hui, quand on parle de l'iranité, et durant tous les siècles passés, remonte à l'Empire achéménide, 530 avant jusqu'à 300, jusqu'à l'invasion d'Alexandre, qui était, disons, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Après, il y a eu pendant 200 ans, il y a eu l'empire des Séleucides, hellénique, et on continue après jusqu'à aujourd'hui. Alors, sur quel territoire cette immense, grande, ancienne civilisation, est-ce qu'on peut dessiner les contours d'un territoire, éventuellement, si tenté, on peut le faire? Othman El-Kashtoul. Justement, en fait, le propre d'une civilisation, ce n'est pas d'être affecté à un territoire particulier. On peut parler, en fait, de peuple iranien, au pluriel, et non pas d'un peuple iranien, dans la mesure où la sphère d'influence de cette culture dépasse largement le territoire actuel de l'Iran. Et on verra, probablement, que ça dépasse même largement, en fait, cette région du monde, dans la mesure où la civilisation iranienne a
diffuser son savoir, sa manière de voir les choses, sa manière d'apprécier le monde, sa cosmogonie, à travers toutes les civilisations voisines. Donc en fait, bien sûr qu'il y a donc la région de Ars, de Faris en arabe, c'est-à-dire une région qui est aujourd'hui une province de l'actuel Iran, mais ça ne se réduit pas. Je parlerai du Khorasan, qui est aujourd'hui plutôt placé du côté de l'Afghanistan, du Tadjikistan, on va dire de l'Asie centrale. Nous parlerons à un moment donné des Azéris, des Azerbaïdjanais, parce qu'en fait les Iraniens ne sont pas tous. Ou l'Ouzbékistan aussi. Exactement, tout à fait. Donc nous sommes en fait dans la définition même d'une civilisation. Ce n'est pas quelque chose de particulier à une zone géographique, à un peuple, même à une langue, parce qu'il y a des langues iraniennes, ils n'ont pas le farsi comme seule langue iranienne. Alors, vous êtes visiblement d'accord sur le fait qu'on parle d'un peuple au pluriel, d'une civilisation qui a débordé ses espaces naturels pour aller évidemment influencer. Lorsque nous préparions cette émission, Othman El Kachtoul, vous me disiez quelque chose qui me semble, je dirais, on a besoin de la rendre un peu plus lisible. C'est que l'Iran n'a pas été islamisé, mais l'Iran a reformulé l'islam autrement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, le contact, les premiers contacts, imaginons la naissance de l'islam, nous avons deux superpuissances, pour utiliser un terme moderne, qui est l'Empire byzantin et l'Empire, justement, sassanide. Les relations ne sont pas les mêmes, du fait que la religion majoritaire dans l'Empire sassanide était le zoroastrisme, qui est un monothéisme qui est beaucoup, on va dire, moins regardant sur le monothéisme lui-même. Parce qu'il y a un dieu du mal qui est différent, alors que l'islam est porteur d'un message d'un monothéisme intégral. Et de ce fait-là, on va dire, les relations avec les Byzantins, donc chrétiens, étaient beaucoup moins conflictuelles, même si finalement, l'islam est apparu entre deux pôles de civilisation et il a en fait il va tenter de s'imposer comme troisième force. Et ça sera le contact un peu conflictuel avec l'Empire sassanide à partir de 636. Sur cette question. Je voulais revenir, je suis entièrement d'accord, mais il faut partir un peu à l'avant. Le zoroastrisme devient religion d'État et à partir de Bahram, la religion de l'État, ça se durcit énormément. Et il y a un grand herbode qui s'appelle un grand mage, un grand prêtre zoroastrien du nom de Kerater, qui dit qu'il faut absolument éradiquer toutes les autres religions de l'Iran. Alors ça, c'est la grande histoire. On peut évidemment rester des heures et des heures sur des chapitres importants, fondateurs de l'Iran, mais pour les commodités de l'émission, pour qu'on aille un peu plus vite, j'ai envie de vous dire que comment précisément cette histoire sur la longue durée, comme disait Fernand Braudel, va donc à un moment donné connaître un autre cap, celui de la rencontre avec l'islam. Alors, pour nous dire ce que l'islam va dire aux Iraniens, quelle est la particularité du rapport avec l'islam, avec une culture, une civilisation elle-même particulière, Othman? Alors, les relations ou les liens entre les Arabes avant l'islam et l'une des deux superpuissances de l'époque existaient. Il y avait des royaumes vassaux arabes, les Lahmides, donc au nord, et le royaume d'Himyar au sud, au Yémen, qui était sous vassalité sassanide. Donc, ils se connaissaient. Il y avait le commerce, il y avait l'influence de la langue. Pour vous donner un exemple, évidemment, les philologues, ceux qui s'occupent de connaître l'origine des mots, quand ils voient les termes étrangers dans le Coran, on en dénombre à peu près 250 et 32 sont farsi. Donc en fait, forcément, il y avait des échanges. Le Hijaz, c'est-à-dire la région côtière de l'actuelle Arabie Saoudite, c'était un terrain de passage caravanier entre le nord byzantin et le sud himyarite, donc sous vassalité ou sous suzeraineté plutôt sassanide. Oui. Donc, le contact, évidemment, au début, il est une religion
en expansion qui se confronte à un empire qui était déjà affaibli par les conflits avec les Byzantins. Maraka, donc en fait la bataille de... Exactement. Oui, absolument. C'est ça, les Byzantins romains. Oui, exactement. La bataille de l'Qadissia en 636 qui, en fait, fragilise durablement cet empire. La chute de la capitale, qu'on appelait dans la géographie arabe Madain, c'est différent. Ouais. Et en fait, résultat, c'est que cet islam-là se propage de manière très rapide, avec une mesure instaurée par le calife Omar ibn al-Khattab, qui a en fait sorti la propriété foncière du butin de guerre. C'est-à-dire que les conquérants n'avaient pas le droit de s'approprier la terre. Et la terre est restée à celui qui l'a cultivée. Et de ce fait-là, il n'y a pas eu une installation, une colonisation arabe de ces territoires. Bien sûr, il y a eu des villes garnisons pour pouvoir contrôler, mais il n'y a pas eu, en fait, une réforme agraire avec, donc, le fait Alors, de... si Là, on j'entends rentre votre dans les propos, détails, à mon avis. Enfin, si vous permettez, oui, je vous en prie. il faut absolument qu'on avance, on a un reportage qui nous attend. Mais si j'ai compris votre propos, cette grande civilisation est le produit d'une sédimentation de plusieurs apports, disons, qui vont façonner l'histoire de l'Iran plurielle. Pour nous, notre caméra a déjà voyagé en Iran, vous allez voir, cette terre fascinante qui a vu naître des génies et peut-être plus encore des poètes, des écrivains, des philosophes, car en Iran, la poésie n'est pas seulement un art, elle est une manière de penser, de dire le monde, de transmettre une mémoire collective. Si l'Iran m'était compté, un reportage de Boualem Gueritli. L'Iran ne peut être compté que par ses poètes. C'est par le cœur de ces poètes que l'Iran a conquis une grande partie de l'Asie, et il a pu en même temps civiliser ses conquérants. L'Iran, terre de poésie où les mots ouvrent des routes antiques, et chaque pierre semble porter un vers. Pour comprendre ce pays, il suffit parfois d'écouter ses poètes, passeurs d'histoire, témoins de la conscience collective et gardiens de la mémoire. Parmi eux, Ferdaoussi reste l'âme épique de la Perse. Hurlant comme un léopard au réveil, il a commencé le combat. Ha ha! Le démon se réveille alors et demande « Qui es-tu, toi ?» Il répond « Je suis Rostam et je viens pour sauver les soldats iraniens. » Rostam le frappe à la jambe. Il le soulève et le jette à terre. Ferdoussi raconte l'histoire de l'Iran sous une forme poétique. Il utilise la mythologie et un vocabulaire d'origine persane pour composer son œuvre. Dans les anciens cafés, lorsque les conteurs narraient les histoires selon Ferdoussi, la répétition et l'adaptation du Shahnameh faisaient entrer les récits anciens dans l'esprit des gens. De ce fait, cette tradition a contribué à la pérennisation de la langue persane. C'était l'un des objectifs de Ferdoussi. Son deuxième objectif était de donner à travers son livre des rois des leçons et des conseils très profonds, des conseils spirituels. Ce livre est une source de conseils de grande valeur. Persépolis est l'ancienne capitale cérémonielle de l'Empire achéménide, fondée au début du 5e siècle avant Jésus-Christ par Darius Ier. Située près de l'actuelle ville de Shiraz, elle est un témoignage vivant de l'art et de l'architecture des anciens Perses. Ce site majestueux illustre la richesse culturelle et l'identité nationale de l'Iran. Yazd, perle ocre du désert iranien et ville millénaire, abrite en son cœur un temple zoroastrien où un feu sacré, conservé depuis des siècles, brûle sous une coupole, symbole d'une continuité religieuse pré-islamique. Nous avons de nombreux lieux de pèlerinage zoroastriens et des temples de feu à Yazd et alentours. Ces lieux sont respectés par les zoroastriens du monde et ils s'y rendent. Pour cette raison, les zoroastriens des différentes régions de l'Iran ont immigré à Yazd.
À quelques ruelles de là, la grande mosquée du Vendredi, avec ses majestueuses calligraphies et ses décors géométriques, témoigne de l'arrivée et de l'ancrage de l'islam dans la cité. Yazd révèle ainsi une histoire en strates, la coexistence de traditions anciennes et d'apports islamiques, où chaque monument raconte une rencontre entre cultures. Ispahan, cœur battant de l'Iran safavide, une ville façonnée en capitale par Shah Abbas Ier pour devenir la vitrine d'un empire. La place Naqsh Jahan s'ouvre comme un théâtre grandiose. La mosquée de l'imam Lotfullah, l'iwan du palais Ali Kapou et le bazar forment une scène où se mêlent pouvoir, foi et commerce. Mosquées et madrasa deviennent instruments de légitimation religieuse et politique. Les Safavides imposent le chiisme d'État. Meshhed, cœur spirituel de l'Iran, vibre au rythme des prières autour du sanctuaire de l'imam Reza. Aux portes du mausolée, les pèlerins venant de tout le pays déposent leurs espoirs et leurs larmes. La ville respire la quête du sacré. Chants, invocations et gestes pieux tissent une présence collective où le temps semble suspendu entre consolation et transcendance. Shiraz déploie sa douceur comme un parfum ancien. Partout, la mémoire poétique murmure. Au tombeau de Hafez, le pèlerinage prend une forme laïque et intime. On vient y réciter des vers, y chercher un signe. Les poèmes deviennent oracles, les voix se mêlent au parfum d'encens, et Shiraz se vit comme un livre ouvert où chaque coin de rue invite à lire le monde autrement. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. Comment se fait-il que les Persans ou les Iraniens sont tellement attirés par leurs poètes, ils sont tellement envoûtés par la magie incantatoire de leurs verbes, comme si ces poètes existaient éternellement, qu'ils sont toujours là, assis ici à droite et à gauche, et qui nous ont jamais quittés, voyez-vous. On a l'impression que eux, ils ne vivent pas dans notre époque. C'est nous qui ne sommes pas sortis de la leur. Farid Ashtoudi, au sortir de ce documentaire, c'est notre Yezdetop Boualem Gaitli qui l'a effectué en Iran. Beaucoup d'images sublimes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement l'Iran que vous connaissez et qui apparaît ici dans ces images-là? Plusieurs choses importantes. D'abord, la continuité culturelle et effectivement le fait que l'Iran absorbe tout, refait un miel. Vous avez montré Persépolis. Persépolis n'a rien d'iranien et l'ensemble est iranien. C'est-à-dire que les éléments ne sont pas iraniens, ont été pris de partout dans les satrapies, les colonnes corinthiens, etc., etc. Je vais pas. Mais l'ensemble est unique au monde. L'éclectisme iranien. Vous avez montré Ispahan.
Ispahan, l'empire safavide, donc le renouveau, la renaissance islamique, 16e siècle, 17e siècle, Ispahan date du fin. Là également, c'est le chiisme de l'Iran qui a pris avec aussi bien artistiquement, mystiquement et intellectuellement, le chiisme a iranisé l'islam avec figure centrale d'Imam Ali qui ressemble à Rostam de Ferdowsi, de Shahnameh Ferdowsi. C'est un Rostam chiite dont parle justement, enfin, lui, il ne parle pas de Ferdowsi, mais Darius Shoygan, grand philosophe, mon regretté ami, qui parle de la poésie iranienne qui est dans le sang des Iraniens. C'est également cette continuité par la langue qui est également, là, j'en parlerai après, la langue persane a beaucoup pris l'arabe. Il y a 30% à 40% de vocabulaire arabe, mais la langue persane a gardé sa structure et les mots, parfois arabes, ne sont pas utilisés en persan de la même façon. Et il y a des mots persans qui sont intraduisibles en arabe et dans d'autres langues. Et sur la profondeur artistique qui est bien démontrée ici, en quoi l'Iran est aussi un cas singulier dans la production artistique et poétique? Oui, écoutez, là aussi, c'est... alors, on part au XIIIe siècle, invasion mongole qui a été une catastrophe. Le renouveau artistique de l'Iran avec la miniature, ils ont pris des éléments de la miniature chinoise et ils l'ont iranisé, qui est unique au monde. Donc vous voyez, à chaque fois, l'Iran fait son miel et il y a quelque chose d'iranien qui est unique que vous ne retrouvez pas ailleurs. Othman El-Kachtoul, il y a quelque chose d'unique qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme dit à l'instant Fariba Ashtroudi, c'est le chiisme comme religion d'État, comme une particularité, une singularité dans l'histoire. Quelle est, en résumé, la place du chiisme dans la société iranienne? Alors, en effet, avant 1501 et l'arrivée de la dynastie safavide, l'Iran, évidemment, il avait une composante chiite, mais il n'était pas majoritaire. Absolument. Le chiisme, le bassin historique du chiisme, c'est l'Irak, c'est Karbala, c'est la Mésopotamie, cette région-là qui a connu ces épisodes un peu dramatiques dans l'histoire de l'islam. Mais évidemment, vu l'oppression, vu la persécution que les Alides, j'utilise le terme Alide au lieu de chiite, parce que ces termes, on va dire, ont évolué, se sont réfugiés vers les marges de l'Empire. Comme toujours, ceux qui sont persécutés essaient de s'éloigner du centre. Et c'est là que, progressivement, il y a eu constitution de régions majoritairement chiites, mais dans l'ensemble, l'Iran n'était pas chiite. C'est à l'arrivée des Safavides, qui sont en fait des Turkmènes, ils ne sont pas, on va dire, à l'origine des persophones, qui, par réaction par rapport aux Ottomans, c'est-à-dire leurs cousins éloignés, qui sont sunnites, qui avaient, on va dire, perdu leur bataille, le siège de Vienne, ont commencé à s'occuper un peu de l'Orient. Et par réaction, les Safavides ont décidé que pour se protéger, on va dire, de cet empire ottoman, qui ont décidé, comme un peu ce qui a été passé par le zoroastrisme, de faire du chiisme religion de l'État. Et dès le début, c'était un chiisme duodécimain, c'est-à-dire le chiisme actuel, ou ça a évolué? Non, ça a évolué. Non, ça n'a pas évolué. Si vous voulez, en Iran, c'est vraiment le duodécimain. Après, il y a eu d'autres sectes. C'est variable. Exactement, les sept imams, exactement. Mais en Iran, c'est resté le schisme. Et pourquoi? Parce que les descendants d'Ali, 12, comme les 12 apôtres, les 12 descendants d'Ali, et effectivement, qui sont tous famille du prophète. Et là, exactement, le fait est que quand on parle d'Ali et de Karbala, du drame de Karbala, là aussi, c'est les mythes anciens de l'Iran. Dans le Shahnameh de Ferdowsi, il y a le Sogé, j'ai oublié le nom maintenant, Siavush, pardonnez-moi, Sogé Siavush. C'est exactement transposé dans le martyre de l'imam Ali. Et c'est la continuité avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran contemporain, qui est
la continuité de cette histoire. Merci infiniment. Mais avant de conclure, prenons un instant pour votre rendez-vous habituel avec le Coran, suivi d'un conte de Fantadramé dans Esprit et Lumière. Un verset qui nous touche particulièrement, c'est celui qui dit فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Si ce qui se trouve entre vous, toi et lui, c'est de l'animosité, agis comme si c'était un ami, comme si c'était un bien-aimé, voire même plus. وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Or, aujourd'hui, on est souvent emporté par nos émotions. Si au moment où je me retrouve en colère, ou si au moment où j'ai de l'animosité envers quelqu'un, je me rappelle ce verset qui vient être dans le contenu, dans la sagesse, se trouve confirmé par un autre hadith qui nous dit « Ahbib habibaka mahla » aime celui que tu aimes doucement, pas trop. « Asa an yakuna aduwaka gada » peut-être deviendra-t-il ton ennemi demain. « Wa abghid aduwaka mahla » mais déteste ton ennemi un peu, ne le déteste pas trop. Peut-être que demain, elle deviendra ton ami. À partir de là, ce verset nous apprend à tempérer ses émotions. Et surtout, à ne pas avoir de jugement catégorique, tranché, être toujours dans la tempérance. Dans nos vies quotidiennes, bien souvent, pour n'importe quoi, on peut se retrouver à se chamailler, à rentrer en conflit. Un tel verset, dès que vous le rappelez, ça donne à réfléchir et ça pousse la personne à se remettre en question. Et se remettre en question, c'est le premier pas qui nous permet d'évoluer. En 1835, Antoine, un jeune Parisien, vient tout juste d'être diplômé en farsi, la langue de la Perse. Il quitte Paris pour découvrir ce royaume. À l'issue d'un voyage harassant, il atteint les portes de la ville de Chiraz. Dans les caravansérails, on l'accueille comme un frère. On lui offre du pain chaud, du thé brûlant et surtout du temps. On discute avec lui de poésie, d'histoire, de mathématiques. On l'interroge sur l'Europe, ses savants et ses penseurs. Antoine comprend qu'ici, la curiosité n'a rien de superficiel. C'est une discipline, une culture, presque une forme de prière. Dès l'aube, il longe des ruelles étroites où de jeunes hommes recopient à la main des traités de médecine, d'astronomie ou de philosophie, sous l'œil attentif de maîtres exigeants. Plus loin, un cercle d'étudiants débat avec ardeur. L'un cite Avicenne, un autre lui répond en évoquant l'algèbre et la géométrie. Au détour d'un jardin ombragé, une petite bibliothèque s'adosse à une mosquée. Des manuscrits reliés s'y empilent, annotés dans les marges par des générations de lecteurs. Dans ce pays, on ne lit pas en silence, mais on commente, on discute, on corrige même les anciens. Avec respect toujours, mais sans crainte assurément. Longtemps après son retour en France, Antoine gardera en lui cette certitude. Au cœur de l'Orient, il aura trouvé non seulement l'hospitalité, mais une intelligence vivante du monde. Un lieu rare où sagesse et beauté sont les enfants de la foi. Merci à vous, Fariba Achtoudi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Othman El-Kechtoul de nous avoir éclairé ce matin sur un thème ô combien important. Nous reviendrons évidemment sur le thème de l'Iran. Merci d'avoir partagé cette demi-heure avec nous. Retrouvons-nous dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. La matinée, les chemins de la foi se poursuivent. Vous pouvez consulter nos programmes sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain. Au revoir.